Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Cette web radio du 27 novembre est particulièrement intéressante parce qu'on n'en a jamais discuté durant les web radios. On va parler des ascenseurs. Donc, je vais faire un petit terme plus frais, dans le fond, du transport vertical. Donc, les ascenseurs en copropriété, c'est important parce que c'est des gros morceaux. Alors, on a deux spécialistes que je vais vous présenter à l'instant. Comme vous me connaissez, Valérie Couture, gestionnaire condo stratégiste, je suis l'animatrice des web radios. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux personnages importants dans une firme de consultants en transport vertical, donc en ascenseur. C'est la firme F-Shaw ou FSMCI. Donc, j'ai avec moi Vincent Piccelli, qui est gestionnaire de compte, et Carlos Delicoli, qui est vice-président. Alors, messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Et j'aimerais, dans un premier temps, commencer avec Carlos, si tu pouvais te présenter, et après, je vais permettre à Vincent de se présenter pour nos auditeurs. Bonjour, je suis Carlo Delicoli. Je suis dans l'industrie d'ascenseurs depuis 42 ans. Fait que j'en ai vu de toutes sortes de toutes couleurs. J'ai commencé comme apprenti mécanicien, devenu ajusteur, qui est comme un Top Gun pour les ascenseurs. Après ça, j'ai décidé de rentrer dans le bureau. J'ai devenu superviseur, directeur d'opération pour un bureau de Montréal pour Otis dans le temps. Après ça, je suis devenu directeur d'opération pour le Canada. Puis j'ai fait ça pour Otis, Schindler. Après ça, j'ai revenu à Montréal comme un directeur de province pour des multinationales. Puis ça fait 10 ans où je suis devenu consultant en ascenseur. Je me suis joint à un ami qui a parti sa compagnie 10 ans avant que j'embarque, qui est F-Shaw, Fazil Shaw, qui a commencé sa compagnie à Toronto. Quand on s'est mis ensemble, on était trois, puis là, on est rendu 16 employés, puis on a des bureaux à travers le Canada avec beaucoup de clients à travers le Canada. Merci, Carlo. Merci d'être avec nous. On va avoir plusieurs questions pour toi tantôt. Vincent? Bonjour, donc merci encore Valérie. Donc, je m'appelle Vincent Pichelli, je suis gestionnaire de compte à FSMCI. Donc, je suis le premier point de contact avec tous nos clients. Puis, je porte plusieurs chapeaux, dont relations clientèle, vente, gestion de projet, donc un peu de tout. Ça va faire environ 7 ans que je travaille pour FSMCI. Puis c'est depuis ce temps-là que je suis dans l'industrie des ascenseurs. Donc, c'est un Merci, peu mon... merci, super. Alors, nos invités sont les commanditaires de la soirée. Merci encore pour ça. Je le dis, on est tous des bénévoles, mais ça permet d'alimenter le site Condo Légal et l'expertise qui est en disponibilité sur le site. Donc, merci Avec encore pour plaisir. la commandite ce soir. Merci au RGCQ. J'invite encore, comme à chaque web radio, les copropriétaires et votre syndicat ou votre syndicat à devenir membre du regroupement des gestionnaires de copropriété du Québec parce que c'est important. Vous avez accès à des formations, vous avez accès à plein de ressources pour vous aider dans l'administration ou dans votre vie de copropriétaire. Donc, merci au RGCQ. Alors, on va débuter la soirée. Désolée, Marie-Claire de MC Gestion devait se joindre à nous, mais elle a eu un empêchement. On va reprendre Marie-Claire dans une autre web radio. Mais j'aurais aimé avoir Marie-Claire parce que c'est une ingénieure en même temps, donc ça aurait été passionnant, mais on a des choses à vous dire amplement. Je rappelle aux gens qui peuvent poser leurs questions via le chat. Donc, vous pouvez nous transmettre vos questions qu'on va tenter de répondre avec Carlo et Vincent. Je me permets de les appeler par leur prénom parce que je les ai invités parce que je les connais, parce qu'on travaille avec eux et tout ça. Mais on commencerait, si vous voulez bien, messieurs, en expliquant pour les gens, il y en a qui connaissent ça, mais il y en a qui ne connaissent pas tellement ça, quels sont les deux grands modèles d'ascenseurs qu'on retrouve dans nos copropriétés? Donc, généralement, au résidentiel, on a soit des ascenseurs hydrauliques
qui desservent au maximum à peu près 5 à 6 étages, ou des ascenseurs à traction, donc des ascenseurs avec un poulier de renvoi et des câbles en métal pour suspendre la cabine d'ascenseur. Donc, généralement, c'est une question de grandeur d'immeuble qui détermine le choix et le coût à la construction. Donc, souvent, ça a souvent été avantageux si on a, disons, par exemple, 2 à 4 arrêts. Dans ce cas-là, un ascenseur hydraulique pourrait être un choix avantageux. Mais dès qu'on arrive à 5, 6 étages, là, on arrive à peu près au maximum en hauteur. Donc, à ce moment-là, on parle que des ascenseurs de traction. OK. Ça, puis depuis les dernières, je dirais 10 à 15 ans, on voit un changement dans l'industrie. Avant, dans les années 90, jusqu'au début 2000, on voyait jusqu'à 5-6 étages, on voyait souvent des ascenseurs hydrauliques, mais aussi aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un ascenseur MRL, qui est un ascenseur sans salle mécanique. Fait que c'est un ascenseur à traction, mais qui a l'avantage de ne pas avoir une salle mécanique. Ça veut dire que c'est un ascenseur avec un moteur dans le haut du puits qui, euh, qui, euh, qui fait tourner une poulie, qui a des câbles, qui fait monter et descendre l'ascenseur. Mais avant, un ascenseur de traction, elle avait toujours une salle mécanique au-dessus du puits d'ascenseur, du shaft. Euh, mais depuis 95, on a vu cette nouvelle technologie qu'on appelle MRL. Puis, je dirais, dans les 10-15 années précédentes, on a vu beaucoup plus de MRL qui se font installer dans des blocs, des condos, parce qu'il y a l'avantage de ne pas avoir une salle mécanique sur le toit, fait qu'il y a on sauve de l'argent côté construction, on sauve de l'espace. Euh, le désavantage, c'est que ça amène de la chaleur dans le puits d'ascenseur. Puis ça l'amène, on entend le bruit un petit peu plus qu'avant, parce que avant, la machine était dans une salle mécanique. Aujourd'hui, c'est dans le SAS, fait qu'on l'entend un petit peu plus. Fait que, il y a vraiment ça qui a changé dans l'industrie depuis une quinzaine d'années. On voit beaucoup plus d'ascenseurs à traction sans salle mécanique dans des édifices comme des condos. Puis, C'est devenu favorisé par les architectes en nouvelle ouais, construction. c'est ça. Oui. Puis typiquement, aussitôt qu'on frappe 3-4 étages, ça devient à peu près le même prix. Un ascenseur hydraulique versus un ascenseur à traction sans salle mécanique. L'avantage aussi d'un ascenseur à traction sans salle mécanique, c'est qu'on n'a pas de cylindre hydraulique. Avant, on mettait toujours les cylindres hydrauliques dans la terre. Fait qu'il y avait toujours un danger de perte de l'huile qui est plus là avec un ascenseur MRL, à traction. OK, passionnant. Puis c'est vrai que quand on n'a pas de salle sur le toit, de salle mécanique, on en a une dans un garage. Ouais, la salle, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a pris la machine, on l'a installée dans le haut du puits. Puis le contrôleur, il y a deux types. Au début de cette technologie-là, on installait le contrôleur dans comme une garde-robe à côté de l'ascenseur. OK. Parce que c'est moins gros, que ça prend moins de place qu'une machine. Fait qu'on installait ça dans une garde-robe. Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui est sortie depuis 7 à 10 ans où ce que le contrôle est installé dans l'entrée palière de l'ascenseur. Fait que on regarde la porte d'ascenseur puis le cadrage, puis le contrôleur d'ascenseur est intégré dans le cadrage. Fait que le mécanicien fait ses travaux, il va arrêter l'ascenseur, il va, avec des clés spéciales, il va ouvrir le cadrage, puis il va être en mesure de travailler sur le contrôleur logique, Ah qui est un ouais. ordinateur, c'est ça. OK, c'est intéressant. Le désavantage de ça, c'est que pendant qu'il travaille sur le contrôleur, les gens peuvent le voir. Fait d'habitude, il doit installer une barricade autour de lui pour se protéger, puis protéger les gens qui passent dans le couloir à côté. Fait que ça, c'est un désavantage de ce système-là. OK, OK, c'est nouveau. Mais là, on parle des ascenseurs hydrauliques ou à traction, mais dans les copropriétés, il y a d'autres
systèmes, d'autres systèmes de transport vertical. Pouvez-vous, un ou deux, nous énumérer ceux qu'on retrouve en copropriété majoritairement, genre le monte-personne? Il y a des endroits où est-ce qu'on a petit monte charge juste pour les personnes à mobilité réduite ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous retrouvez le plus dans les copropriétés, excluant l'ascenseur? Généralement, non, je dirais majoritairement dans les copropriétés, c'est presque tout le temps des ascenseurs passagers, soit à traction hydraulique. Parfois, on a des montes plates pour des personnes à mobilité réduite, mais souvent, c'est juste, disons, si on a une entrée avec des escaliers directement à l'entrée, pour les personnes dans des chaises roulantes, j'ai une couple de clients où on a quelque chose de similaire, mais c'est simplement pour les monter à niveau avec le palier principal, puis ensuite, ils prennent l'ascenseur. C'est Donc, exact, c'est vrai. Oui, oui, oui. c'est souvent, je dirais la majorité du temps, c'est un ascenseur passager, que ce soit hydraulique ou à traction. C'est Carlo me corrigera si j'ai tort, mais Lula, c'est assez rare au résidentiel, me semble. C'est plus. Oui, parce que c'est pas un ascenseur. Un ascenseur Lula, c'est comme ça fait partie du code d'ascenseur. C'est un ascenseur spécifique. Puis c'est là pour aider dans des situations où on a un édifice peut-être de 2 étages. Puis si on veut donner accès à des gens à mobilité réduite, c'est comme un petit ascenseur. Ça a typiquement une capacité de 800 kg maximum versus qu'est-ce qu'on a dans les ascenseurs. On va voir un minimum de 1300 kg. La vitesse va être beaucoup plus réduite, mais elle a un trajet maximal de 25 pieds. Fait que un ascenseur, qu'est-ce qu'on appelle un ascenseur Lula? On voit ça plus souvent dans des places où il n'y a pas vraiment d'ascenseur, mais on a décidé d'ajouter un ascenseur pour les gens à mobilité réduite. Fait que, mais aussitôt qu'on demande, on a besoin d'un ascenseur pour le public, pour vraiment suivre le code d'ascenseur. Puis le code d'ascenseur demande qu'on ait un ascenseur de 1300 kg, 2500 livres, pour être sûr qu'on peut prendre une civière. Ça, c'est Ah, ben oui. la raison plus importante. OK, OK. Ça m'amène déjà à une autre question. Puis, on a déjà une question, puis je vais vous la poser tout de suite, mais après ça, je vais revenir parce que là, on va parler un peu du contrat, on va parler un peu du Code 2019, on va parler d'une modernisation, puis on va faire un peu de prévention. Mais il y a déjà Mme Sainte-Marie qui dit construction 2017, 3 étages, ascenseur Lumar, considéré comme monte-charge. Lorsque j'ai acheté le condo, l'ancien conseil d'administration a fait retirer le téléphone dans l'ascenseur. Est-ce légal de ne pas avoir de téléphone? Non. Non, non. C'est effectivement, les ascenseurs doivent avoir un système de communication d'urgence fonctionnel en tout temps, au cas où il y a un piégeage. Même Puis si c'est un monte-charge, si la madame elle nous dit, si c'est un oui, petit effectivement. monte-personne, là, aussi? Ben, Oui. ça dépend de quoi on parle. Je veux dire, si c'est un monte-charge qui desserve 3 étages, oui, absolument. C'est OK. parce que si quelqu'un est prise, pas Ben oui. capable de sortir, il faut aussi que l'appel soit capable La loi exige que l'appel soit répondu 24 heures sur 7. Donc, certains immeubles, surtout commerciales, ont peut-être des bureaux à sécurité 24 heures sur 7, mais c'est habituellement pas le cas dans des copropriétés. Donc, il faut que ça soit capable d'appeler à l'extérieur à un centre d'appel qui est disponible 24 heures sur 7. Donc, 90% du temps, il s'agit des centres d'appel qui sont utilisés par les compagnies d'ascenseurs eux-mêmes. Donc, vous pouvez avoir un Otis, un Schindler, un TK, quoi qu'il en soit, ils ont
ils ont un centre d'appel en temps régulier, mais après les heures aussi, ils ont un autre, ils utilisent un centre d'appel qui reçoivent ces genres d'appels-là, puis ils peuvent s'assurer qu'un mécanicien soit en route pour dépanner l'ascenseur puis sortir la personne qui est prise. Donc, si je comprends bien, Vincent, on a un monte-personne ou un ascenseur. Les deux doivent avoir un téléphone d'urgence. Effectivement, oui. OK. Donc, Madame Sainte-Marie rajoute le commentaire comme il est utilisé comme ascenseur principalement. On comprend bien ça. Mais selon nos professionnels, Madame Sainte-Marie, il vous manque un téléphone. Alors, je pense qu'il faut en faire ajouter un. Je vous C'est un amènerai. bon point, Oui? c'est un bon point, Valérie. Je vais juste ajouter quelque chose. Que souvent, qu'est-ce qu'on voit dans les ascenseurs, c'est souvent les gens ne savent pas que si tout va bien puis on n'a jamais d'appel qui est très rare dans les ascenseurs, la journée que quelqu'un respire, on trouve que le téléphone fonctionne pas, le système de communication ne fonctionne pas. Fait que c'est une très bonne idée d'essayer notre système de communication. Il y a certaines places qui vont l'essayer à toutes les journées, à toutes les semaines, peut-être une fois par mois. Le mécanicien d'ascenseur, quand il fait sa visite mensuelle, il est supposé essayer le système pour être sûr que ça fonctionne. Mais entre-temps, c'est toujours une bonne idée de le faire nous-mêmes. Souvent, qu'est-ce qu'on voit dans les édifices, c'est que les gens payent les comptes de les lignes téléphoniques. Puis ils vont se demander, c'est quoi ce numéro-là? On ne connaît pas ce numéro-là, puis ils vont le canceller. Fait que des fois, ça peut aller 3, 4, 6 mois avant que les gens se rendent compte que le téléphone dans l'ascenseur ne fonctionne pas. Puis c'est souvent parce que quelqu'un a cancellé la ligne sans savoir c'était pourquoi. C'est un bon point, puis ça m'est déjà arrivé dans un syndicat, effectivement, que le syndicat dit on va canceller ça, on ne sait pas, puis effectivement, c'était la ligne d'ascenseur. Mais c'est un bon point, puis je ne savais pas que, mais on va y revenir dans le contrat d'entretien, mais tu dis qu'en principe, ce serait un petit check-up du technicien de vérifier la ligne si c'est fonctionnel. C'est ça. Durant ces visites d'entretien préventives, que ça soit mensuellement ou trimestriellement, dépendant du contrat en place, en principe, il devrait vérifier si le téléphone fonctionne, ainsi que le bouton d'alarme sur le panneau de commande dans la cabine. C'est un bouton avec un petit symbole d'alarme et la lumière d'urgence. Ils vont tester ça aussi, en principe, puis ils devraient vérifier ça à chaque fois qu'ils visitent. Sauf que comme Carlo disait, tu sais, des fois, même si on visite à chaque mois, ça peut faire 3 à 4 semaines ou peut-être entre les visites qu'on ne se rend pas compte que le téléphone ne fonctionne plus. Fait que c'est pas une mauvaise idée, peut-être aux 2 semaines que ça soit ça peut être des résidents ou même un concierge, ils ont juste apaisé le bouton, ça appelle, si ça répond, on dit c'est juste un test, c'est juste un essai, OK. merci. OK. Puis OK. c'est suffisant. Parfait, super. Donc, Mais justement, on vient de faire référence au contrat, donc je vais sauter sur l'occasion pour qu'on parle un peu de ça. Puis là, tu es venu me chercher un petit peu en mentionnant 1 mois ou 3 mois. Euh, Quelle est la responsabilité du syndicat quand dans le fond, qu'est-ce qu'un syndicat doit signer comme contrat? Puis pourquoi qu'il en prendrait un au mois ou aux 3 mois? C'est-tu une option? Là, je veux vous entendre là-dessus, puis je suis sûre que nos auditeurs aussi, là, parce que ça peut, j'imagine, si on le fait venir aux 3 mois, ça va coûter un petit peu moins cher ou Euh, oui, souvent oui. C'est que ça soit mensuellement ou trimestriellement, souvent ça dépend du type d'équipement. Donc, disons par exemple, vous avez une compagnie comme Kony qui ont leurs produits, puis selon eux, ils jugent que ce produit-là, en prenant, parce que toutes les grosses compagnies, ils ont leur programme d'entretien. Et ils jugent que pour ce produit-là, pour le type d'utilisation puis le niveau d'utilisation trimestriel, c'est suffisant. Um, Mensuellement, ils peuvent le faire, mais des fois, des compagnies jugent que c'est excessif. Um, donc,
pour commencer, juste pour retourner en arrière un petit peu, quand on parle de la responsabilité du syndicat et des propriétaires en général, donc au Québec, on a la loi du bâtiment. Donc, si on veut bâtir des édifices, il y a le code de construction. Si on veut maintenir les appareils puis l'édifice en général, il y a le code de sécurité. Chapitre 4 du code de sécurité, ça se porte sur les ascenseurs et autres appareils élévateurs. Dans les deux cas, code de construction, code de sécurité, on fait référence au code des ascenseurs. Donc, au Canada, c'est le CSA B44. Donc, ça fait référence au Canadian Standards Association. Et aux États-Unis, c'est le ASME, the American Society of Mechanical Engineers. Puis, depuis quelques années, les deux codes sont en train de s'harmoniser. Mais bon, suffit à dire que quand on doit choisir un contrat d'entretien, l'exigence au propriétaire, c'est de s'assurer que l'appareil en question est utilisé aux fins pour lesquelles ils ont été conçus. On ne peut pas comme utiliser un ascenseur comme garde-robe, disons, ou comme euh, l'appareil doit être maintenu en bon état de fonctionnement puis en toute sécurité. Et dès qu'on voit qu'il y a des déficiences, il faut apporter les correctifs nécessaires pour être conforme au code des ascenseurs. Donc là, ça nous amène au contrat de disponible. Donc, il y a plusieurs types de contrats, mais généralement, euh, juste pour que ça soit plus simple, il y a des contrats d'entretien complets ou des contrats, dans l'industrie, on appelle ça des contrats huileuses et graisseuses, oil and grease. Puis c'est un peu comme le nom le suggère. Les contrats oil and grease, ça couvre les visites d'entretien préventif où la compagnie va nettoyer, huiler, graisser les pièces, mais ça n'inclut pas les réparations, ça n'inclut pas les appels de service, ça n'inclut presque jamais les essais de sécurité qui sont requis par la loi. Tandis qu'un contrat d'entretien complet, habituellement, ça inclut les réparations, les appels de service et, dépendant du contrat, les essais qui sont requis par la loi qu'on doit faire soit à chaque année. Il y en a d'autres. Ça, c'est les essais de catégorie 1 qu'on doit faire annuellement. Il y a des essais de catégorie 3 qu'on doit faire aux 3 ans et catégorie 5 qu'on doit faire aux 5 ans. Et euh, dans le fond, quel que soit le contrat que vous décidez d'avoir, la loi demande que chaque appareil qui est en service soit sous un contrat d'entretien par, par une compagnie compétente et que tous les exigences réglementaires soient respectées. Donc, que ce soit oil and grease ou c'est pas couvert, il va falloir que vous payiez en su pour s'assurer que les essais nécessaires sont faits ou dans un contrat complet où c'est inclus, un ou l'autre, les mêmes exigences s'appliquent. Donc, il y a quand même, il faut que l'ascenseur soit vérifié de façon préventive, soit mensuellement ou trimestriellement ou quoi qu'il en soit, dépendant du programme d'entretien, dépendant de l'appareil. Et il faut que Ça, les essais requis par la loi soient faits. exact. Puis je vais juste ajouter que une des principales exigences du code de sécurité, puis qu'est-ce que comme propriétaire, vous devez vous assurer que la compagnie d'ascenseur a un programme d'entretien adapté, établi pour chaque appareil. Fait que ça veut dire que le programme d'entretien doit être spécifique pour votre appareil. Quand la compagnie d'ascenseur va établir le programme, ils vont installer dans la salle mécanique un registre. Puis dans le registre, ça va être indiqué si c'est un ascenseur hydraulique, c'est un ascenseur traction, puis ça va indiquer tous les essais qui sont requis, puis toutes les visites, qu'est-ce qu'il doit faire à toutes les visites d'entretien. C'est très important. Quand vous signez avec une compagnie multinationale, une compagnie réputable, c'est presque sûr qu'ils font ça à tous les jours, puis ils ont des centaines puis des milliers d'ascenseurs en entretien. Typiquement, ils vont savoir quoi faire, mais comme propriétaire, c'est toujours
toujours une responsabilité pour vous de signer ce contrat-là avec la compagnie d'ascenseur, mais aussi de vous assurer que le registre il est dans la salle mécanique. Puis c'est une bonne c'est pas tout le monde qui va comprendre qu'est-ce qui doit être dans le registre. Parce que c'est important de demander les questions quand vous signez votre contrat. C'est quelque chose que vous pouvez demander à la compagnie d'entretien. Est-ce que vous allez établir un programme d'entretien spécifique à notre équipement? Puis comment est-ce que vous allez le faire? Puis comment est-ce que vous allez le suivre, ce programme-là? C'est des bonnes questions pour la compagnie d'ascenseur. Tout à fait. Donc, ce que je comprends bien, Carlo, quand tu dis de base, à la naissance de l'ascenseur, on lui a mis un petit plan de match. Puis c'est ça que le technicien de la compagnie qu'on embauche devrait respecter, c'est ça? C'est ça. Il y a comme, dans le code d'ascenseur, il y a comme, comment est-ce que je dirais ça? Il y a comme un plan d'entretien minimum qu'on doit suivre. Parce que souvent, dans chaque juridiction, dans chaque province, des fois dans des municipalités, ils vont demander qu'on ajoute ou qu'on enlève, on fait des petits ajustements dans le code d'ascenseur. Fait que c'est pour ça que même si le Québec puis l'Ontario, le Québec va être sur le code B44 2019 dans les 6 prochains mois. En Ontario, ça fait déjà 3 années qu'ils sont sur le 2019. Même si on suit le même code d'ascenseur, il y a des différences dans chaque province parce que les autorités ayant c'est-tu compétence? Non, Juridiction. Compétence, vont, oui. Ou vont, juridiction, oui. vont toujours décider est-ce qu'on prend tout le code en entier ou est-ce qu'on ajuste certaines clauses du code d'ascenseur. Fait que c'est important que la compagnie d'ascenseur suit ces règlements-là. Pour être un Mais peu plus concret, disons par exemple que disons, il y a des essais annuels qui doivent se faire à tous les 12 mois. Peu importe le contrat que vous avez en place, il faut qu'il soit fait. Puis ça, c'est la responsabilité du propriétaire. Donc, dans un contrat moins, comment dire, complet, ils vont probablement vous facturer en su pour faire ça. Ou dans un contrat qui l'inclut, ça va être inclus dans leur programme d'entretien automatiquement. Mais d'une manière ou d'une autre, ces critères-là doivent être respectés. Fait que après ça, c'est une question euh, pour choisir le bon contrat d'entretien, on rentre un peu aussi dans quel type d'équipement, il y a quel âge, ces équipements-là. Parce que souvent, ce que nous voyons ce qu'on a vu plus souvent avec nos clients, on va avec un contrat plus de base, huileuses et graisseuses, et c'est bien pendant peut-être 1 à 2 ans quand on n'a aucun problème, mais disons qu'on a un ascenseur qui a à peu près 15 à 20 ans, les pièces deviennent plus difficiles à trouver. Là, non seulement, là, quand il y a un bris majeur, non seulement est-ce qu'on a, on a des délais d'arrêt plus longs, mais aussi euh, les coûts peuvent être majeurs, puis ça peut effacer toutes les économies que vous aurez eues dans les premières coupes d'années où ça s'est passé sans incident. Um, Justement, sur ce que tu viens de dire, il y a M. Labrie qui nous pose la question que tout le monde veut savoir, et avec raison, parce que je peux vous dire qu'une modernisation d'ascenseur, ça coûte pas. Il a parlé d'économie, Vincent, mais il n'en reste plus. Mais M. Labrie dit quelle est la durée de vie moyenne d'un ascenseur ayant eu les entretiens recommandés, ou à quelle heure ou à quel moment doit-on la changer? Quand on parle de changer, j'imagine qu'on parle de la modernisation parce que ça devient une grosse modification. Mais je vais vous laisser répondre à M. Labrie sur cette question-là. OK, donc pour commencer avec le temps, la durée de vie moyenne des ascenseurs, si c'est maintenu correctement, peut-être entre 20 et 25 ans. Si c'est bien entretenu. Dans le passé, c'était même plus long que ça, mais ces jours-ci, je dirais 20 à 25 ans.
L'autre chose à considérer aussi, même avant une modernisation complète, c'est qu'avec le temps, les fournisseurs, que ce soit les compagnies multinationales qui sont fabricants eux-mêmes, donc Schindler, Otis, Kone, TK, euh, avec le temps, les fabricants décident de ne plus supporter certaines pièces. Donc, Donc, ils deviennent euh, obsolètes. donc, ils deviennent obsolètes et c'est à ce moment-là que les compagnies commencent à vous envoyer des propositions pour des mises à jour. Donc, dans ce temps-là, c'est pas une modernisation complète, mais c'est souvent un bon signe quand on commence à vous envoyer des propositions avec des clauses d'obsolescence que c'est un bon temps de commencer à réfléchir puis de mettre un peu à part pour une modernisation complète dans les années qui suivent parce que vous pouvez prendre ça comme signe qu'avec le temps, ça va juste s'empirer avec d'autres pièces. Donc, puis tout dépend aussi du type d'équipement. Je veux dire, si vous êtes chanceux d'avoir un modèle qui sont installés partout en Amérique du Nord, vous devrez avoir des pièces de rechange pendant longtemps, même si strictement parlant, c'est plus supporté par le fabricant. Bon, ils peuvent retrouver des pièces sur d'autres sites ou des pièces refabriquées ou remises à neuf qui gardent en stock. Donc, il y a tous ces facteurs-là à, Regardez, là, à- les à rencontres. regarder. Mais généralement, ouais, 20 à 25 ans, c'est la durée de vie complète. OK. Un ascenseur, c'est comme un auto. Tu sais, si on va à Cuba, on va voir des Chevrolet 1957. Absolument. On peut voir un ascenseur Otis 1957 qui est encore en vie, qui fonctionne très bien. C'est juste que, tu sais, c'est pas aussi efficace. Elle va tomber en panne plus souvent. Les pièces, on va trouver des pièces refabriquées qui sont faites à main pour la mettre en marche. Quand que l'ascenseur tombe en panne, elle va tomber en panne pour plus longtemps, puisque ça prend du temps à trouver ces pièces-là ou les refabriquer. Fait que c'est un ascenseur, typiquement, c'est un équipement qui est très robuste, mais elle va, un ascenseur, parce qu'elle a beaucoup de sécurité intégrée dans le système, c'est pas anormal qu'on voit un ascenseur arrêté 3 à 4 fois par année. C'est comme le 3,5, c'est un chiffre qui est utilisé à travers l'Amérique du Nord. C'est comme la moyenne d'arrêt d'ascenseur à travers l'Amérique du Nord. C'est 3,5 fois par année, juste pour des bris mécaniques. Fait Donc, que c'est c'est 3,5 par année, Carlos, si je comprends bien ce que tu dis, c'est comme un signal. Dans ce temps-là, tu dis, oh, là, je suis rendu à 6 fois dans l'année si ça ne marche pas. c'est ça, c'est un bon signal. C'est soit que l'entretien n'est pas fait comme il faut ou si de temps en temps, on va voir un ascenseur qui a des problèmes, puis c'est peut-être un mécanicien d'ascenseur qui ne comprend pas l'équipement. C'est quand on parle d'un ascenseur qui a 30, 40 ans, le mécanicien peut être un jeune mécanicien qui ne comprend pas cet équipement. Il en reste pas gros, il en reste pas beaucoup sur le marché. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience dessus. Fait qu'il y a toutes sortes de raisons pourquoi qu'un ascenseur va briser plus que la normale. Ça peut être aussi l'utilisation. Ça se peut que c'est dans un édifice où ce que l'ascenseur est utilisé beaucoup, puis tu sais, elle fait juste, c'est un signe d'âge, tu sais, c'est Ouais, temps de rénover. c'est ça. On a justement 2 questions là-dessus. Puis après ça, je veux vous amener parce que après ces questions-là, je veux qu'on parle de la modernisation. Parce que c'est important. On arrive en disant qu'il y a des pièces qui sont obsolètes, tout ça. C'est là qu'on arrive là. Puis là, il y a aussi le code 2019 qu'il faudrait expliquer à nos gens. Mais on a Madame Lachance qui nous demande une entreprise spécialisée dans l'entretien d'ascenseurs et qui a un contrat avec un syndicat, doit-il maintenir un stock de pièces suffisantes pour réparer rapidement un ascenseur? Parce que là, je vous laisse répondre, mais moi, j'ai une idée dans ma tête, mais Donc, si je présume, disons, je vais présumer que c'est un contrat complet où les réparations puis les pièces sont incluses. bon Euh, point, Vincent, oui. sont supposés d'avoir un stock de pièces communes qu'on a besoin souvent dans un entretien régulier. Donc,
des relais, des pièces mécaniques parce que derrière chaque porte, à chaque étage, il y a comme une quincaillerie de pièces mécaniques derrière qu'on ne voit pas du couloir, mais tout ça est impliqué pour l'ouverture et la fermeture. Des petites pièces comme ça, donc ça va être soit gardé dans la salle mécanique sur place ou dans le camion du technicien. Mais pour des pièces majeures, généralement, ils vont pas avoir ça en stock ou ils vont commander ça si et quand on en aura besoin. Fait que disons qu'il y a un moteur qui coûte quelque chose comme 15 000 ils vont pas garder la panoplie complète des pièces dans le système en stock parce que c'est des pièces qui coûtent très, très cher. Et les compagnies d'ascenseurs, tu sais, quand ils offrent des contrats complets, où ils couvrent tout. Il faut y penser un petit peu comme des compagnies d'assurance. Ils font leur argent par volume de contrat. Donc, quand ils ont un gros parc, ils sont capables d'absorber les coûts comme ça. Parce que disons qu'une compagnie avait juste 5 contrats, ça n'aurait aucun sens d'avoir un contrat complet parce qu'une seule réparation effacerait leur profit pour l'année ou Oui, même oui, oui, plus. oui. Donc, c'est un jeu de volume puis de dissipation du risque. Donc, oui, pour les pièces communes qu'on utilise souvent dans des entretiens préventifs, mais pour les pièces majeures, non, ils vont commander ça quand ils en ont besoin. Euh, Vincent, un donc, câble gouverneur, c'est une pièce majeure ou on a tout le temps ça rapidement? Bon, quand on parle du contrôleur qui est un peu le cerveau là, de l'ascenseur, ben ça, j'imagine qu'ils n'ont pas ce stock-là. Ça, si ça brise puis il est mort, je pense qu'on va attendre 6 à 8 semaines ou 2, 3 mois. habituellement, non, ouais, le câble gouverneur, c'est quand même, on parlerait peut-être de pièces qui coûtent une couple de centaines de dollars qu'on garderait rapidement en stock OK. en tout temps. Donc, un câble gouverneur, ça va tout le temps coûter quelques milliers de dollars. Donc, ils vont commander ça au besoin. La même chose pour un Donc, contrôleur parce que c'est vraiment pour chaque ascenseur, des choses comme ça. effectivement. Fait que, on a des contrôleurs qui sont comme des ordinateurs, c'est plus juste des relais. C'est des cartes imprimées, puis ils viennent tous de fournisseurs qui sont donc, ça peut être des fournisseurs, soit des multinationales ou de fournisseurs comme GRT à Québec ou MCE en Californie même. Donc, dans ce temps-là, les compagnies d'ascenseurs doivent appeler le support technique des fabricants puis commander les pièces. Donc, puis ça aussi, encore une fois, ça dépend de votre contrat, mais si c'est un contrat complet et les pièces ne sont pas désuètes, c'est eux qui assument le coût. Donc, mais ces pièces-là sont souvent dans les quelques milliers euh, de dollars. Mais, OK. Merci. On a Maxime. Plusieurs copropriétaires de notre immeuble de 10 étages se plaignent des vibrations d'un ascenseur. Est-il possible de remplacer uniquement le système de commande ou le moteur tout en conservant le reste des éléments, freins, etc.? Excusez, non, attendez un petit peu, j'ai-tu lu la bonne question? Non, c'est pas vrai, je me suis trompée, j'ai descendu parce qu'on a bougé mon écran. Existe-t-il des solutions techniques pour le bruit émanant de l'ascenseur pour réduire les nuisances? Là, je m'excuse, là, je reviens. On a un immeuble, 10 étages, vibration, bruit, surtout la nuit. Y a-t-il des moyens techniques de réduire ça? Ah, ça, oui, vas-y, Carlo. vas-y, vas-y, J'ai, vas-y. ça, tout dépendra exactement de la source du bruit. Donc, par exemple, des fois, le bruit des ascenseurs, ça peut provenir de plusieurs sources. Ça peut être des vibrations dépendant des équipements en place. Disons que c'est un ascenseur en traction avec une salle mécanique en haut. Ben là, ça peut arriver qu'il y a des vibrations anormales avec la machine, puis que la vibration, ça se répand dans la dalle, puis que là, on l'entend, surtout aux étages supérieurs. Parfois, les vibrations peuvent se propager par les câbles à traction eux-mêmes, qui agissent un petit peu comme des cordes à guitare, puis ça transmet les vibrations comme ça. D'autres fois, c'est même des bruits de contrôleur. Puis au lieu d'une transmission, disons, solidienne, où c'est des vibrations à travers une surface comme une dalle, là, ça peut être aérien, fait qu'on entend des bruits de contrôleur. Fait que ça dépend de la source.
Et souvent, avec plusieurs de nos clients, si on a été impliqué dans des cas de bruit anormaux, c'est souvent la première étape dans l'enquête, c'est vraiment d'essayer d'isoler d'où vient le bruit avant qu'on peut déterminer c'est quoi la solution. Mais en principe, oui, c'est possible. Il y a des mesures qui peuvent être prises et il faut juste bien identifier la source du problème. Souvent, pour nos clients, on effectue des inspections qui sont misées sur le bruit Sur une et situation, là? exactement, sur une situation similaire et d'autres fois, on a travaillé en conjonction avec des acousticiens qu'un syndicat aurait engagé. Puis on compare nos notes, nos commentaires techniques au système élévateur et de eux, les mesures prises par leurs outils, par leurs instruments. Donc, mais en tout cas, tout ça pour dire que la première étape, c'est vraiment d'isoler c'est quoi la cause. Ça vient d'où exactement, Et après ça, trouver de la façon qu'on va le régler. OK? effectivement. Mais Monsieur Dumas, Carlo, pour votre... Oui, oui, Carlo, avais-tu quelque chose à ajouter Non, ou... non, non, ça va, OK. tu l'as bien pris, Vincent, merci. Mais Monsieur Dumas, si jamais votre compagnie ne réussit pas à trouver la suite, c'est justement le genre de service que FSHA offre à des prix très abordables, parce que nous, nos syndicats chez Condo Stratégistes, on fait souvent appel à eux. Et puis, c'est important de voir. Et même, moi, je les ai déjà fait venir dans des situations où je trouvais qu'on avait plusieurs appels de service et qu'on ne comprenait pas pourquoi. Donc, on a eu un rapport. Vous faites des rapports d'à peu près une dizaine de pages et plus sur la situation de l'ascenseur. Est-ce qu'on est dans la cible pour respecter le plan de gestion de l'actif, sa modernisation? Fait que c'est très intéressant les produits qu'ils offrent. Gabriel, merci, nous partage, ou Lanceny, là, nous partage le site Internet. Allez les voir. Et puis, ça peut vous aider. Nous, moi, je m'en suis servi pour deux, trois jaser avec notre fournisseur de contrat, que ce soit TKE, Chandler ou d'autres. Et ça nous a aidé à arriver à une piste de solution très acceptable. On a Géraldine, avec laquelle j'ai comme mélangé les deux questions. Notre ascenseur commence à prendre de l'âge, ça fait plusieurs années. Lors de la modernisation d'un ascenseur, est-il possible de remplacer uniquement le système de commande ou le moteur tout en conservant le reste, les éléments, les freins, etc.? Alors, c'est assez une question précise, là. Donc, tout dépend si on remplace le contrôleur ou non. Donc, selon les exigences réglementaires, si on remplace le contrôleur de l'ascenseur, là, selon la loi, il faut s'assurer que le reste du système soit amené au code actuel. Donc, pour tous les ascenseurs qui sont installés, ils doivent respecter le code au moment de leur installation. Donc, quand on remplace le contrôleur, il faut que tous les autres systèmes connexes soient aussi mis à jour au niveau du code actuel. Donc, en principe, si on veut juste remplacer les freins, juste remplacer la machine ou le moteur, etc., on peut le faire sans changer le contrôleur, mais pas l'inverse. Quand on change le contrôleur, là, s'il y a quelconque d'autres composants dans votre système qui ne sont pas à jour, ils doivent être mis à jour. Donc, souvent, quand on change le contrôleur, là, ça signifie, dans l'industrie, quand on parle de modernisation, on parle vraiment quand on change le contrôleur. Quand on change le contrôleur, ça signifie vraiment une mise à jour complète du système. C'est ça, c'est très comme qu'est-ce que tu cibles, Vincent, c'est très important, mais c'est un petit peu simplifié. Je veux juste que les gens comprennent que dans le code d'ascenseur, aussitôt qu'on touche à une pièce, souvent le code va nous dire quoi. Souvent, si on peut changer une pièce, mais le code va nous dire si on a besoin de changer d'autres pièces pour l'amener au code. Mais Vincent, il est très, c'est correct de dire, c'est très euh, fondamental. Surtout qu'on touche à un contrôle, mais le contrôle aussi, ça dépend sur le système, parce que souvent, quand on change un contrôle, parce que c'est une pièce qui peut coûter entre 30 000 jusqu'à 70 000 juste pour le contrôle d'ascenseur,
souvent, quand on change un contrôle, c'est pas un contrôle qui a été installé l'année passée. C'est un contrôle qui a au moins 10, 15, 20 ans. Puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est quand on change le contrôle, on va changer la méthode d'opération, puis on va aussi peut-être changer la méthode qui va gérer le mouvement de l'ascenseur. Puis dans le code, aussitôt qu'on touche à l'opération ou le mouvement, ça nous force d'amener toutes sortes d'autres pièces au code. Ça nous force de regarder les parachutes de l'ascenseur, les freins. On ajoute aujourd'hui depuis le code 2007, on ajoute qu'est-ce qu'on appelle des freins secondaires. Le frein secondaire, c'est parce qu'avant 2007, avant 2004, je pense que c'est environ 2004-2007, mais ça change dans toutes les juridictions. On avait simplement le frein sur l'ascenseur, sur le moteur. Mais depuis que le code a changé, on ajoute un frein auxiliaire. Parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est que si les freins primaires faisaient défaut, on n'avait plus de frein sur l'ascenseur. On a, Oui. on a, Bonne on a, idée. on a les parachutes qui sont installés sous l'ascenseur dans un ascenseur câblé. Mais on avait, si l'ascenseur, une autre chose qui est très intéressante dans les ascenseurs à traction, c'est que les ascenseurs à traction, ils ont un contrepoids. Le contrepoids est plus pesant que l'ascenseur. Puis typiquement, ça va prendre, dépendant de la capacité de l'ascenseur, ça peut prendre entre 4 et 6 personnes avant que l'ascenseur soit à la même pesanteur que le contrepoids. Fait que souvent, quand le frein faisait défaut, puis l'ascenseur avait juste une personne ou deux personnes à l'intérieur, l'ascenseur tombait pas, elle montait. C'est pour Ah, ça qu'on a ajouté un frein auxiliaire pour arrêter l'ascenseur. Parce que les parachutes fonctionnaient juste sur un ascenseur qui descendait. Fait que c'est OK. des, Yo. des petites précisions, mais c'est important de savoir. C'est pour ça que ça prend des experts pour savoir quand on modernise, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a certaines choses qu'on peut changer sans toucher à d'autres choses. Mais c'est, comme Vincent disait tantôt, c'est l'analyse qui est très importante au début de savoir qu'est-ce qui est dû à changer. Parce que souvent, une autre chose qu'on parle souvent, qu'on explique souvent, c'est que dans un système d'ascenseur, qu'est-ce qui travaille le plus dur, le plus souvent, c'est des équipements de porte. Fait que souvent, on peut faire une mise à jour sur les équipements de porte sans toucher à d'autres choses. Mais ça aussi, ça prend une analyse pour savoir est-ce que les problèmes sur votre ascenseur, ça vient des équipements de porte ou ça vient de le contrôleur ou ça vient de la machine. Parce qu'un ascenseur, comme j'ai dit tantôt, c'est comme un auto. Il y a plein de fabricants, puis chaque fabricant a plein de modèles différents. Fait qu'il faut connaître les fabricants, il faut connaître les modèles pour savoir où ce qui sont leurs points faibles, où ce qui sont leurs points forts. Fait que c'est là où ce que l'expérience est en ligne. Oui, tout à D'ailleurs, fait. c'est notre approche dans des immeubles où on a travaillé ensemble, Valérie. Souvent, c'est notre première étape. On fait une inspection complète pour être certain de savoir, de connaître c'est quoi les équipements. Puis, à mesure qu'on apprend plus sur vos équipements, là, on est plus en mesure de savoir c'est quoi vos options. À quoi devrez-vous réfléchir, puis peut-être mettre de l'argent à part pour les prochaines années, que ce soit des choses plus, que ce soit des mises à jour moins importantes qu'une modernisation complète ou une modernisation complète. L'idée, c'est de faire une analyse par un expert tiers qui peut vous donner toutes les options. C'est les compagnies d'ascenseurs, quand vos équipements deviennent plus âgés, c'est certain, ils vont tenter de vous vendre des packages, comme on dit, pour moderniser les ascenseurs. Mais c'est pour ça que de là la valeur d'engager un expert comme tiers, parce qu'ils peuvent vous présenter des options que vous ne saurez pas que ça existe sans leur expertise. Fait que comme avec le problème de bruit, l'étape numéro un, c'est vraiment de faire une expertise sur Tout à les fait. équipements. Puis là, je vais me permettre de vous inviter. C'est parce que les gens, il faut que vous compreniez que le service qu'ils font, moi, j'appelle ça un audit. Quand je veux
aider mon conseil à prendre la décision de vous engager. Je dis toujours qu'ils vont faire un audit. Dans le fond, c'est à peu près ça. Vous venez, vous examinez toute la chose. Et il faut penser, on va y arriver dans la modernisation, il faut penser que ce que vient d'indiquer Vincent, dans le fond, de faire un examen complet qui va vous confirmer plusieurs choses, puis vous préparer aussi à dire, ben là, c'est peut-être qu'on avait mis 25 ans, mais on va peut-être plus être à 19 ans. Il faut préparer le terrain monétairement et tout ça. Mais, puis là, je vous le dis, c'est un coût assez dérisoire dans le sens où je ne veux pas que vous augmentiez beaucoup, là. On est bien correct avec ça. Mais est-ce qu'on peut le dire à peu près? Ça représente combien une inspection pour donner aux gens s'ils ont besoin de vos services? Ça peut ressembler à combien? Vincent, Carlo, comment? C'est donc, si je peux donner une moyenne, ça serait probablement entre 850 à 1000 dollars par ascenseur pour une inspection de fond et en comble. Puis pourquoi la différence de prix? C'est souvent une question d'auteur. Ouais. Et juste le temps que ça va prendre pour notre inspecteur de compléter l'inspection physiquement, puis ensuite notre travail pour vous rédiger un rapport complet. Et souvent aussi, on est toujours content de répondre à des questions là, une fois qu'on vous une fois qu'on vous fait parvenir notre rapport, on est là pour nous expliquer puis de clarifier quoi que ce soit. Donc, fait que si, disons, si par exemple, disons, c'est 900 dollars par ascenseur, ça serait 1800 pour 2 ascenseurs. OK, Donc, super. On a une question, M. Robitaille. Est-ce que les téléphones dans les ascenseurs sont toujours sur des lignes dures ou on peut avoir une ligne IP? Et là, il n'y a pas même maintenant des lignes cellulaires possibles, à oui. moins que je vous laisse répondre à M. Robitaille, Carlos ou Vincent. Donc, au niveau du code, ça ne spécifie pas qu'on doit avoir un type de ligne en particulier. Il faut juste que ça répond aux critères suivants. Donc, il faut que ça soit capable d'appeler à l'extérieur. Il faut que ça ait une alimentation d'urgence de 4 heures en cas de perte de courant. Et il faut que disons, la destination où on programme l'appel, il faut que ça réponde 24 heures sur 7. Donc, on ne peut pas, par exemple, programmer le téléphone pour appeler le cellulaire d'un surintendant qui travaille juste de 9 heures à 5 heures. Il faut vraiment que ça soit quelque part où on va tout le temps répondre, comme si on peut placer un appel de service en cas d'urgence. Donc, ça, on a vu des lignes cellulaires, on a vu des lignes IP, des téléphones VoIP, VoIP, et des téléphones à ligne dure analogue. OK, super. Est-ce qu'on peut, il est Oui, déjà moins 5, mais on veut. Vas-y, Carlo. je veux juste dire qu'il faut être en mesure d'appeler dans l'ascenseur, de rappeler la personne dans l'ascenseur aussi. C'est Oui, ça, fait c'est qu'elle vrai. sort et elle Oui, rentre, là. exactement. C'est OK. ça. OK. Là, on va peut-être dépasser d'un petit 5 minutes parce que vous voyez que mes conférenciers, ils en ont des choses à dire. On parle de la modernisation. Peut-être là-dedans, on va couvrir le code 2019. Et ça va sûrement répondre à une autre question de M. Dumas qui dit, lors d'une modernisation, qu'est-ce qui coûte le plus cher à la copropriété? Moteur, système de commande, câble et cabine. Fait que ça fait partie de la modernisation. Alors, je vous laisse parce que nous, je vous le dis, je suis en pleine modernisation dans un de mes syndicats avec un ascenseur hydraulique. Puis, on a eu le support justement de Carlo et Vincent. Puis, sincèrement, c'est impressionnant parce que on a rencontré plusieurs compagnies, on a eu des soumissions de toutes les plus grosses compagnies. C'est vraiment un service all-in. Alors, je vous laisse présenter ça. Qu'est-ce que vous offrez comme service là, dans une modernisation? Puis, à peu près quand un syndicat peut faire une modernisation? Puis, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Donc, ce que nous offrons comme concernant l'ascenseur pour les modernisations, on offre dans notre contrat de gérer le processus de modernisation de A à Z. Donc, ça veut dire on va faire un examen détaillé puis un relevé en premier lieu de vos équipements. Nous allons développer un devis technique et les documents d'appel d'offres qui vont tous être étampés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et on va sortir un appel d'offres
pour le propriétaire ou les propriétaires. Et suite à ça, on va les aider à négocier un contrat. Une fois signé, on va faire la gestion de projet, approuver les dessins d'atelier, faire autant de visites que nécessaire pour, dans le fond, guetter les avancements du projet, approuver des factures à mesure que le projet avance aux besoins et vers la fin, avec la mise en service finale du nouvel ascenseur, on va faire une inspection finale avec une liste de déficiences, puis on fait le suivi avec la compagnie jusqu'à la fin du processus. Donc, en gros, c'est ce qu'on offre. On veut offrir une gestion clé en main où on gère les étapes d'A à Z. Mais c'est certain aussi, ça va inclure organiser des rencontres avec les entrepreneurs pour vous aider à prendre une décision. C'est tout au long, on veut s'assurer que vous êtes content avec votre choix. Donc, mais c'est un peu ça qu'on offre à nos clients. Dans le fond, c'est notre expertise pour gérer le processus puis s'assurer que tout est conforme aux exigences. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une modernisation? Hmm. Euh, je pense, Carlo serait d'accord, mais c'est soit la machine ou le contrôleur. Ouais, la machine, le contrôleur puis la main-d'œuvre. Parce que Puis la main-d'œuvre, oui, c'est vrai. OK, un ouais, je mécanicien pensais d'ascenseur, juste aux pièces, mais avec, ouais. c'est ça, un mécanicien d'ascenseur avec les coûts, comment est-ce qu'on appelle ça, les coûts, Ben, les assurances et les contrats de c'est ça. travail. Oui, c'est ça. So, aujourd'hui, on n'est pas loin de 100 de l'heure. Fait que si 100 de l'heure. Fait que si on parle d'une modernisation qui va durer entre 8 à 12 semaines, c'est Beaucoup le d'heures. mécanicien d'ascenseur, c'est toujours deux mécaniciens ou un mécanicien apprenti, c'est 80 heures par semaine à 100 on est rendu 8 000 par semaine, euh, Ça, fois 12 c'est semaines. vraiment ça, c'est plus le côté coût pour la compagnie. Les compagnies indépendantes qui ont souvent moins de dépenses que les compagnies de multinationales, même eux, un seul mécanicien, probable qu'ils vous chargent 170 à 180 à l'heure. Mais dans le cadre d'un projet de modernisation, ça va être un peu plus près au coût que Carlo décrit, mais c'est juste pour vous donner une idée. Tu sais, les mécaniciens d'ascenseur, c'est pas donné. Non. Et une modernisation complète de A à Z, c'est dépendant du système, ça peut être entre 8 à 12 semaines. Et Euh, on parle d'un projet d'à peu près combien pour une modernisation d'un ascenseur à l'unité? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont proches de 250 000 à peu près par ascenseur, par ascenseur. Si vous en avez deux, ben, c'est deux fois c'est ça. ça. Exactement. Oui. Non, à peu près 250 000, plus ou moins, C'est ça ça. serait ça serait le coût. C'est malheureusement à cause de l'inflation puis des coûts des matériaux, ça a augmenté nettement dans les dernières années. Euh, Surtout les coûts de l'acier euh, et d'autres composants comme ça. Donc, environ 250 000 par ascenseur, faudrait prévoir. Euh, il y a aussi, ça, c'est le coût de la compagnie d'ascenseur. Mais souvent, bon, vous le savez, Valérie, souvent il y a des coûts pour des travaux connexes aussi qui Oui. sont toujours impliqués dans une modernisation d'ascenseur. Donc, j'explique, il y a les travaux pour les équipements d'ascenseur, puis ça, les compagnies d'ascenseurs vont prendre charge de ça. Mais quand on a une mise à jour avec le nouveau contrôleur et tout le kit, comme on expliquait tout à l'heure, il faut souvent s'assurer que les autres systèmes connexes sont à jour, donc le panneau d'alarme incendie. Euh, il faut s'assurer d'avoir une bonne climatisation dans la salle mécanique parce que, étant des contrôleurs modernes, c'est comme une chambre à serveur, disons, s'il n'y a pas de circulation d'air. Les, euh, L'alimentation principale de l'ascenseur, le disjoncteur de 600 volts, il faut s'assurer qu'il y a une mise à la terre appropriée, que le filage soit mis à jour si c'est trop vieux. Il faut s'assurer qu'il y
y a les lumières dans la fosse d'ascenseur, puis les prises appropriées dans la salle mécanique. Tu sais, il y a une panoplie de Ah, choses qui vont avec ça. Donc, puis ça, dans l'industrie, c'est considéré comme la responsabilité du propriétaire parce que c'est des travaux qui sont faits par d'autres métiers. Um, donc, certaines compagnies d'ascenseurs, ils ont aussi leur permis de leur licence d'entrepreneur général. général, ouais. Fait, fait qu'il y en a que si on leur demande, ils vont vous offrir quelque chose de plus clé en main où ils vont prendre charge des travaux connexes aussi, mais on prévient tout le temps que c'est pas vraiment la préférence des compagnies d'ascenseurs. À moins qu'on leur demande, ils vont généralement pas l'offrir. Et avec quand, quand on gère un projet pour nos clients, généralement, on fait ça du cas par cas parce que certains de nos clients, ils préfèrent utiliser leur fournisseur. Parce que c'est certain, si on demande à une compagnie d'ascenseur de vous donner un prix, ils vont mettre leur pourcentage sur Oui. ça parce qu'ils vont prendre les autres métiers en sous-traitance. Donc, ça va augmenter le coût, mais l'avantage en même temps, c'est que tout passe par une partie, par une compagnie. Fait que, dépendant de votre budget puis de vos préférences, puis même des fois, on a fait un petit mélange des deux. On a eu des projets où la compagnie d'ascenseur a pris charge des travaux électriques, mais le reste, c'était les fournisseurs du syndicat. Donc, tout ça est à négocier et discuter, mais c'est important. Ces travaux-là doivent aussi être faits pour avoir un projet, avoir du succès dans un tel projet. Tout à fait. Puis, je vous le dis, là, Charles prenne ça en main au complet. Ben, je veux juste vous faire rire parce que M. Labrie a rajouté, quand tu as dit des prix, plus 25% à cause de Trump. Mais on est correct, on devrait être correct. Il y a Mme Charbonneau qui nous fait une question, peut-être qu'elle n'a pas bien saisi tout à l'heure. Nouvellement administratrice, idéalement, combien de fois par année l'entretien d'un ascenseur devrait-il être fait pour respecter les obligations de la RBQ? Est-ce qu'on peut dire ce que vous avez dit tantôt, selon ce qui est écrit dans le cahier de l'ascenseur ou c'est tous les mois? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Mme Charbonneau? Je pense, Carlo, je vais te laisser répondre Ouais, ça. Euh, la compagnie d'ascenseur a le droit ils ont le droit de gérer, de décider comment souvent ils peuvent passer. Mais c'est quelque chose, il faut prouver qu'ils ont fait leur analyse puis qu'un ingénieur a accepté. Si jamais c'est une inspection qui est moins que qu'est-ce que dans le code d'ascenseur qui est mensuel. Mais c'est très rare qu'on va voir ça. C'est très, très rare parce que c'est beaucoup de travail puis c'est pour ça qu'on souvent on va voir des visites mensuelles. Si la compagnie décide de passer au trimestre, faut qu'ils aient fait leur devoir pour que c'est un ascenseur qu'un ingénieur l'ait accepté dans leur organisation. Puis c'est écrit dans le registre d'entretien. Et je dirais que on voit, les compagnies ont essayé de faire des inspections trimestrielles, mais je pense que dans la plupart des cas, ils ont retombé à des visites Mensuel. mensuelles. Ouais. Parfait, Madame Charbonneau, mensuel, vous ne vous trompez pas. euh, Madame Dubé, par curiosité, lors de notre dernière assemblée des copropriétaires, on nous a parlé d'un système connecté pour nos deux ascenseurs, copropriété de 12 étages, pour surveiller en temps réel nos deux ascenseurs. Est-ce que c'est avantageux de mettre cela, même si dans un ascenseur un peu plus vieux? Même dans un ascenseur un peu plus vieux. Alors, je ne sais pas si c'est clair, qui installe un système connecté, là, ça ne me dit rien. C'est quoi exactement? Ça pourrait dépendre des fois, parfois au rez-de-chaussée, disons un bureau, surtout dans des contextes commerciaux, on peut avoir un panneau qui indique le positionnement des ascenseurs. Oui. Il y a aussi, bon, système de surveillance, on peut aussi faire référence à simplement un système de caméra de sécurité. Mais quand j'entends surveillance, plus souvent que non, Carlo corrigera, mais je pense qu'on fait référence à voir le positionnement des ascenseurs.
Ils ont aussi, Vincent, il y a aussi les multinationales avec leur contrôle. Comme Otis a un système qui s'appelle REM, R-E-M, Remote Elevator Monitoring. Toutes les compagnies ont une version de ça. C'est comme un logiciel qui est installé sur l'ascenseur qui peut appeler à leur centrale puis leur dire, c'est comme un self-check de l'ascenseur. L'ascenseur va appeler à la centrale puis elle va dire, euh, j'ai un problème avec mes portes. Soit qu'il y a trop d'ouverture ou il y a quelque chose qui fonctionne mal dans la porte. Puis c'est tout avec des compteurs puis des sensors qui sont installés sur l'ascenseur. Avec les nouveaux contrôleurs, on en voit de plus en plus. Mais là aussi, quand c'est gratis, certains systèmes sont gratis, c'est juste ajouter une ligne téléphonique, puis ça vaut la peine de le faire. Quand c'est pour un coût, c'est comme une technologie qui est assez jeune encore, ça s'est pas prouvé. C'est- Quand j'ai travaillé pour plusieurs multinationales, on avait sorti ça dans les années 90. Puis dans le temps, on disait nos clients que souvent on va savoir qu'il y a un problème avec l'ascenseur avant que vous le sachiez. Oui, c'est possible, mais c'est très, très rare. C'est une technologie qui est assez jeune. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, mais ça va s'améliorer avec le temps. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait rendu là encore, mais je suis pas mal sûr que ça va s'améliorer avec le temps. Si c'est quelque chose qui est pas trop dispendieux, puis c'est dans votre budget, c'est pas une mauvaise affaire. Vous pouvez l'essayer pendant 6 mois, un an. Ouais, si ça, parce que l'autre partie de ça, c'est que vous pouvez aller sur l'Internet puis vérifier votre ascenseur, voir combien de voyages que l'ascenseur a fait, combien de fois que les portes ont ouvert fermées, combien de fois que l'ascenseur a été, quelle sorte d'entretien a été fait sur l'ascenseur. C'est tout sur leur plateforme Internet. Fait que il y a deux volets là-dedans. C'est pas juste voir la santé de votre ascenseur, mais c'est aussi de voir qu'est-ce qui se passe avec l'entretien. Est-ce que la compagnie font leur entretien? Est-ce que c'est bien enregistré dans leur système informatique? Fait qu'il y a plusieurs volets là-dedans qui est possible à faire. Encore, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais c'est comme un ajout, c'est un plus. C'est ça, c'est un must-to-have, mais c'est pas obligatoire. C'est ça. C'est OK. ça. On a Mme Castonguay qui demande une bonne question. Est-ce que la ligne téléphonique peut être partagée avec l'intercom de l'entrée de l'immeuble? Une ligne dédiée. Hmm. Je pense qu'il faut que ça On soit a une ligne quelques, dédiée, hein? ouais, faut que Euh, ce soit une ligne dédiée. Il y a certaines technologies qui existent. On Ah, ben, appelle ça en anglais un line sharing device. Il y a différentes compagnies qui ont des modèles différents, mais c'est important que ce soit l'outil qui fait ça. Qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle gère les lignes. Puis elle reconnaît que la ligne téléphonique va toujours va être toujours précédence. précédence sur les autres lignes. Fait que s'il y a quelqu'un qui reste pris, même si c'est connecté dans le passé, on connectait ça des fois avec des fax, des machines oui. à Melly. Puis c'est là qu'on avait des problèmes de temps en temps. But typiquement, on va dire non, c'est une bonne idée d'avoir une ligne dédiée pour l'ascenseur, mais ça peut se faire avec qu'est-ce qu'on appelle un line sharing device. Mais il faut choisir la bonne qui va toujours La donner. bonne affaire. C'est ça. OK. Merci. Donc, on a répondu à Mme Castonguay. Écoutez, il est déjà 8h10. On devait terminer à 8h, mais on avait beaucoup de choses. On aurait eu encore peut-être d'autres petits points à couvrir, mais merci beaucoup à mes deux collaborateurs ce soir. Merci en mon nom et en celui de Condo Légal, Carlos, Vincent de FCHA. Donc, comme je vous ai dit, il offre des services complets. Il y avait une problématique, comme on a parlé de bruit ou de système ou de quoi que ce soit. Euh, Prenez le temps d'appeler pour voir comment ils peuvent vous aider, est-ce qu'ils peuvent vous aider, puis à quel prix. Puis vous serez
Probablement comment je dirais, très satisfait parce qu'il travaille très, très bien. Et puis, il y a Géraldine qui dit merci pour ces informations précieuses, effectivement, parce que le dossier des ascenseurs, c'est tout le temps quelque chose qu'on rebute tout le long parce que ça coûte cher. On est content qu'il marche. Quand il ne marche pas, les gens pognent les nerfs. Mais il faut donner l'entretien qu'il faut. Alors, merci encore à vous deux d'avoir été avec moi ce soir. Ça a été un plaisir. Et Avec plaisir. merci d'avoir commandité aussi la web radio de ce soir. Et puis, on souhaite que nos administrateurs et copropriétaires vous donnent un coup de fil pour avoir de vos idées. Merci au RGCQ, merci Lanceny, merci Gabriel. Et on vous invite à la prochaine web radio qui est dans 2 semaines, le 11 décembre, la dernière avant les fêtes, le congé des fêtes. Je suis déjà rendue dans le congé des fêtes, ça n'a pas de bon sens. C'est l'impact de la législation récente, donc tout ce qu'on a entendu parler qui n'est pas encore terminé. Peut-être que d'ici le 11, le gouvernement aura finalisé le règlement, mais ce n'est pas le cas à date d'aujourd'hui. J'ai Maître Papineau et une amie, Catherine Pépin, qui est présidente de la gestion chez HPDG, qui sera avec nous. Donc, on vous invite à nous suivre pour la dernière de 2024. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée. Merci Merci. beaucoup.